point que je me dis, les marchands de mort doivent arrêter de se faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Moi, le week-end passé, j'étais à Divo, j'étais à Gagnois. Je viens de Mans et hier j'étais à Djekouy. Je cause avec les Ivoiriens, je bavarde avec les Ivoiriens. Ceux qui, comme des vautours, espèrent surfer sur la mort des Ivoiriens pour faire peur aux Ivoiriens, non. Les Ivoiriens sont décidés, en tout cas moi ceux que je rencontre au quotidien, sont décidés à aller à des élections apaisées. Ils ne mourront pas pour quelqu'un. Jamais. C'est fini. Les jeunes qu'on voit aujourd'hui là, ils ne sont pas là pour mourir pour quelqu'un. Ils sont là pour exprimer leur volonté. Professeur Nobou, ensuite Arthur. Alors, je voulais juste faire une précision. J'ai dit que l'inconnu, il y avait, j'ai dû sortir 3 textes. J'ai dit la CEI et la question de l'inclusivité, c'est-à-dire, on ne sait pas si aujourd'hui, et là, Arthur l'a dit tout à l'heure, le président Thiam n'est pas partant par rapport à, ne serait pas partant par rapport à un élément qu'il a sorti. Donc, quand je parle et que je dis que l'inconnu, c'est à ce niveau, le président Laurent Gbagbo, personne ne peut attester qu'il va partir. Le président Blé Goudé non plus. Quand vous dites partir, c'est quoi? Compétir. Voilà. Donc je dis qu'en ce moment précis, il y a une inconnue à ce niveau. Qui seront les adversaires dans l'opposition? Ça, c'est un premier point. Est-ce que les élections seront inclusives? Le deuxième point, la CEI. La question du RLE. Ça dit que la révision de la RLE, plutôt la révision, il faut revoir, est-ce que la CEI va faire la révision? Le président Kwibé a dit en 2025 qu'il faut faire la révision, mais il peut la faire après les élections. Mais attends, si on peut la faire après les élections, on peut la faire aussi avant les élections. Faisons cela pour qu'il y ait au moins une apparence paix, pour qu'on puisse avancer. Alors, le budget est là. Trouvons le mécanisme pour éviter tout ce qu'il peut nous emmener dans les écueils. C'est ce que je veux dire quand je dis... Et puis, je suis heureux, car tu me disent que le Conseil constitutionnel a parlé, on ne doit plus parler. Mais en 2010, un Conseil constitutionnel a parlé, c'est devenu autre chose. Donc, je suis heureux qu'à partir de maintenant, on reconnaisse qu'on a une loi fondamentale et que quand le magistrat suprême parle, on puisse accepter cela. Maintenant, je ne sais pas pour relancer le débat, mais c'est ce que je voulais dire. Merci. Très bien, professeur Banga. Je vais commencer par la fin, par 2010. Je l'ai déjà dit ici, je vais le répéter. En 2010, nous avons signé des accords. Il y a une résolution de l'ONU qui a été signée, qui nous a demandé, qui a mis un arbitre au-dessus du Conseil constitutionnel, qui est la certification de l'ONU. Et quand le Conseil constitutionnel, on peut même discuter du fait que le Conseil constitutionnel se soit pris à la place du peuple, puisqu'il a décidé à la place du peuple, il n'est pas souverain un peu, mais ça, je le mets de côté. Je dis que on a nous-mêmes Ivoiriens, invité la certification. Et la certification, elle a certifié. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, on n'a plus de certification, donc on se fixe à notre constitution. C'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Il y a tellement de choses. Le point que je me dis, les marchands de mort doivent arrêter de se faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Moi, le week-end passé, j'étais à Divo, j'étais à Gagnois. Je viens de Mans et hier, j'étais à Djekouy. Je cause avec les Ivoiriens, je bavarde avec les Ivoiriens. Ceux qui, comme des vautours, espèrent surfer sur la mort des Ivoiriens pour faire peur aux Ivoiriens, non. Les Ivoiriens sont décidés, en tout cas moi ceux que je rencontre au quotidien, sont décidés à aller à des élections apaisées. Ils ne mourront pas pour quelqu'un. Jamais. C'est fini. Les jeunes qu'on voit aujourd'hui là, ils ne sont pas là pour mourir pour quelqu'un. Ils sont là pour exprimer leur volonté. Voilà. Donc, il faut arrêter de brandir le chiffon rouge de la mort. Parce que les Ivoiriens sont des gens épris de paix qui vont aller à ces élections de 2025, qu'ils attendent pour exprimer qui va les diriger pendant les 5 années à venir. Ils ont tiré les leçons. Les jeunes, là, ils ont tiré les leçons. Même les moins jeunes, ils ont tiré les leçons de tout ce qui s'est fait. Donc, aujourd'hui, ils sont prêts à s'engager politiquement. Hier, j'ai parlé d'engagement citoyen avec des jeunes et des femmes. Mais ils sont plus prêts à mourir. Ils sont prêts à imposer des rapports de force. S'ils doivent manifester, s'ils doivent... parce que la loi le permet, ils doivent le faire, mais ils ne vont pas mourir. Ça, c'est fini. Le truc que je veux... le dernier point sur la demi-douzaine, avant d'arriver sur les inconnus à l'opposition, la demi-douzaine, malgré tout, oui, je suis sûr, je pense qu'à 90%, on a des chances d'avoir Ouattara. Après, lui-même ouvre la porte, donc on ne va pas la refermer à sa place. Il a ouvert la porte. C'est un homme, aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, je pense, pour lui. Il y a d'abord le poids de l'âge, qui peut peser sur quelqu'un. Quand tu as gouverné, tu as fait le même job pendant près de 15 ans en tant que président,
Tu peux te poser la question de est-ce que je suis encore motivé, est-ce que je veux encore y aller. Il y a l'air du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça parle quand à côté, on a des gens comme Diomaye Faye qui ont 40 ans, sont président et tout ça? C'est des questions qui se posent. Et puis aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est pas le meilleur moment pour passer la main? Est-ce que tu peux faire, puisqu'il est si fier de son bilan, est-ce que tu as la capacité de faire mieux? Voilà, donc, non, c'est un homme qui se pose des questions, hein, même si je pense qu'il laisse sa porte ouverte, d'autant plus qu'à son avis, et à mon avis, le RHDP a plein de présidentiables. Quand je prends quelqu'un comme Patrick Hachi, qui est au gouvernement depuis 2000, hein, qui est élu, qui a été rappelé au cœur du dispositif, ça reste une solution. Quand je prends des gens comme Meillet, ça reste des positions. Quand je prends des gars comme Bitoko, ça reste des possibilités pour le RHDP. Le RHDP n'est pas en manque. La demi-douzaine du RHDP est une demi-douzaine valable. C'est des gens qui ont de la compétence nationale et de la compétence internationale. Vous prenez Patrick Hachi aujourd'hui, il fait partie des 3 qui conseillent à la fois la Banque mondiale et le FMI sur ce que sera l'économie mondiale pour les 30 ans. Donc quelqu'un comme ça, on ne peut pas me dire qu'il ne peut pas être président. Quand tu prends quelqu'un comme Meillet, il est déjà vice-président. À partir du moment où tu es vice-président, tu es prêt à être président si tu ne prends pas le poste. Donc les vice-présidents, il a gouverné la BCAO, c'est-à-dire qu'il a vu les économies africaines de l'Afrique de l'Ouest pendant ce temps. Il y a cette capacité-là. Ça dépend de Ouattara. Il va peser. Je pense, le connaissant, je me rappelle au passage Vagondo, qui me dit toujours faire comme Ouattara parce qu'il sait ce qu'il va dire. Il a déjà pensé qu'il était pendant longtemps son collaborateur. J'ai la chance d'être son conseiller. Je pense qu'il sait, mais s'il se pose la question, c'est que cette question vaut le coup. Donc, il ne faut pas la balayer du revers de la main. Je ne sais pas si je rentre dans oui, bien sûr, allez-y. Non, il y a des inconnus dans les positions. Dans chaque parti d'opposition, il y a des inconnus. Quel inconnu? La première inconnue, d'abord, c'est l'inconnu de l'union. À part ce qu'a dit Guillaume, que je partage seulement. Mais quand on compare l'union de 2010 à l'union d'aujourd'hui, non, une union de gens en marche va vite, mais une union de canards boiteux ne va pas aller vite. Je suis désolé, les partis d'opposition aujourd'hui sont tout comme. En 2010, dans la période 2000, l'union de RHDP, elle a commencé officiellement en 2005. Si elle a commencé depuis l'accord de Marcoussis de 2003, jusqu'à arriver aux élections de 2010. À cette époque, quand le FPI au pouvoir Laurent Gbagbo fait une visite d'État dans une ville, le lendemain, il y a un meeting du PDC, il y a un meeting du RDA. Il y avait une opposition qui est... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Deuxième problème des oppositions aujourd'hui, c'est qui va les représenter. Qui va les représenter? Le principal parti d'opposition, qui est le parti qui a plus de députés, c'est le PDC-RDA. D'abord, ce n'est pas le congrès du PDC-RDA qui désigne le candidat. Ça, c'est la convention. C'est la convention, les militants à la convention. La première question de la convention question que pose Billon, c'est quel type de convention on va avoir? Est-ce que ça serait une convention qui a un bis repetita du congrès, comme c'est fait depuis 1994, ou est-ce qu'on va moderniser la convention? Est-ce que c'est 4000 militants qui vont décider, ou est-ce que c'est tous les militants du PDCI qui vont décider? Voici des questions déjà sur ça. Deuxième chose, le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai, s'il vous plaît, sur une discipline. Arthur. Je suis très ferme. Je viens, je vais vous poser une question. Je vais répondre. Pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui. D'un côté, il y en a... À sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah, pardon, à sa nationalité. Oui. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer. Mais, quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît dans le journal officiel. Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, on n'entendait pas, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas, et ça, c'est la première fois. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDC-RDA a son président qui n'est pas éligible, au moment où on est en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités qu'ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis clair là-dessus, je l'ai dit au militant du PDC-RDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDC-RDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDC-RDA, c'est la question Billon. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDC-RDA,
C'est pas ce qu'il va faire. Quand on prend le PPACI, voilà le seul parti qui a fait une convention, qui a dit que Laurent Gbagbo est notre candidat. C'est très bien. Mais sauf que je l'ai déjà dit et je le redis encore aux militants du PPACI. Au moment où on est en train de parler, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Parce qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Et s'ils ne réfléchissent pas, c'est vrai politiquement, c'est ça la stratégie, la prospective. La prospective, c'est de dire quoi? Je dois avoir... Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, pour un militant du PPACI, qu'est-ce qui va se passer dans sa candidature? Il est obligé, les cas du PPACI sont obligés de prendre en compte le fait que Laurent Gbagbo peut ne pas être candidat. Et en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Je suis bien obligé de vous interrompre. Non, le temps qui vous était réservé est arrivé. Bon, j'espère avoir la parole. Non, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît. Guillaume Bateau, c'est à vous. Oui, moi, je voudrais dire, alors, Beta a semblé laisser entendre que nous voulons une opposition, un rapport de force de 2002 à 2010 a dit une rébellion, parce que c'est ça qu'il s'agit. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Comment? Puisqu'il se demandait, c'est parce que nous avons demandé que l'opposition établisse un rapport de force qui fasse en sorte que les conditions de discussion... Parce que, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des discours, qu'on dise ce qu'on pense, ou bien ce qu'on a envie d'entendre. Mais il est clair que dans un contexte politique, si le rapport de force ne permet pas... Ah oui, mais, Michel, que tu le veux ou non? Il faut définir le rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que... Tu dis que l'opposition est unie. Thiam de son côté, Afi de son côté. Oui, mais c'est ça qui est la vérité. Ces leaders, on ne les a jamais vus ensemble. Parce que quand on parle de 2020, on a bien vu que tous les leaders d'opposition se réunissaient au siège du PDCI RDA et discutaient des problèmes qui les concernaient. Pourquoi on veut faire la politique de l'autruche? La vérité aujourd'hui, le président Thiam, il a rencontré le président Bédié. Il a rencontré Madame... désolé, président Gbagbo. Parce que le président Bédié était décédé, malheureusement. Il a rencontré le président Gbagbo. Il a rencontré Madame Gbagbo. Il s'est arrêté là. Ah oui? Ah oui? Il n'a pas rencontré le président Afi, à ce que je sache. Je n'ai pas vu rencontrer le président Charles Blé Goudé, à ce que je sache. Il n'a pas rencontré d'autres figures de l'opposition. Aujourd'hui, écoutez, Beta, bon, vas-y. Vous pouvez vous bercer d'une chanson. Mais nous sommes à 36 semaines. Voilà. Donc, je dis, si aujourd'hui le président Afi appelle au rassemblement de l'opposition. Mais c'est parce que ce n'est pas fait. Si c'était fait, il ne l'aurait pas dit. Et si nous voulons... Nous pouvons rester dans nos rêves évasifs pour dire oui, tout se passe bien, l'opposition est unie, ok. Mais le moment venu, on va le payer cash. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, à 36 semaines, ne serait-ce que même sur la question même de la RLE, quand l'opposition demande que la RLE ait lieu, et certainement elle a raison au regard de la loi, mais est-ce qu'il y a une déclaration commune de toute l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, nous allons, je dis, manifester. Ah ouais. Ah oui. Manifester, okay. C'est légal, c'est constitutionnel. Okay. Vous allez rester dans vos salons pour que le RGP change des choses. Ok, d'accord. Mais si le PDCI, vous pensez que c'est comme ça que ça se passe, ça ne peut pas comme ça. C'est compris. Ah oui. D'accord, très bien, Guillaume Bateau. Voilà. Parce que c'est le rapport dont je parle. Je n'ai pas dit d'aller prendre les armes. Moi, je suis un démocrate. D'accord, très bien. Guillaume Bateau, merci beaucoup. On va écouter l'avis de Kevin Landry, me dit-on, qui nous appelle d'Agboville. Pour lui, l'opposition est en train de perdre du temps. Kevin Landry, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Girasouba. Comment ça va chez vous? Nous allons très bien, merci beaucoup. Vous nous appelez d'Agboville. Je salue tout le monde sur le plateau. On te salue aussi, Kevin. Voilà, j'aimerais rebondir sur l'intervention du grand frère Atou Banga. Très bien, allez-y. M. Atou Banga, il a exprimé ce que pense la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de guerre, mais plutôt de tranquillité. Et on a compris, tout s'est passé devant nous, nous avons vu. Il faut que l'opposition fasse preuve de bon sens. Il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle, qu'ils prennent conscience. Ils ont en face d'eux un bilan. Il leur appartient de réfléchir comment faire pour pouvoir contrer ce bilan. L'un n'est plus, est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il ne sera pas candidat?
mais préparez-vous pour affronter le bilan. Pendant que le parti au pouvoir est en train de s'organiser pour galvaniser ses militants pour pouvoir aller aux élections, pour gagner ou les mettre ces élections, ils sont en train de chercher la petite bête un peu partout. C'est la CEI, qu'ils arrêtent. Nous les jeunes, on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. J'aimerais dire merci au grand frère Atou Banga. On apprécie très bien son intervention. Vraiment, que l'opposition fasse preuve de bon sens et qu'il respecte exactement la volonté du peuple. Allons aux élections sans heurts. C'était là un peu ce que je voulais dire ce soir. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Kevin Landry. Vous nous appeliez d'Aboville. De quel quartier d'Aboville déjà? Il est parti. Il y a un quartier à Aboville que j'aime bien, Eri Makoudjé. Le nom est très original. À l'entrée, exactement. Alafé Wakili, c'est à vous, réaction. Était le week-end à l'éditeur de publication pour un atelier. C'est cela. La CEI, justement. Voilà. Allez-y, Alafé Wakili. Moi, je dis que on a des délais qui se rapprochent. Vous avez dit 36 semaines, en fait 9 mois, mais en réalité, c'est 6 ou 7 mois parce qu'à la fin du mois d'août, les candidatures seront closes. Les candidatures seront closes à la fin du mois d'août et il est prévu qu'à partir de juin, on lance les parrainages. Si on lance les parrainages en juin, c'est-à-dire dans 5 mois, ça veut dire déjà quand on prend les formulaires, voilà 4 mois, ça veut dire quand on prend les formulaires, donc dans 4 mois, ça veut dire donc quand un parti fait son bureau politique en avril, il y a juste 2 mois après, bon, le RHDP aussi doit aller vite. Tout le monde doit aller vite. On considère que c'est jusqu'à juin pour tout le monde, le début des parrainages. Et puis, du côté du RHDP et aussi de tout le monde, moi, je suis contre 2 logiques. 2 logiques de chaos. Une logique du chaos qui dit si le président Alassane Ouattara est candidat, c'est le chaos. Comme l'Assemblée le dit, notre ami, vous dit non, il y a problème, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis, non, à l'autre logique du chaos, vous dites si le président Ouattara n'est pas candidat, c'est un chaos aussi. Pour qui? Pas pour personne. Il a stabilisé un pays, il a un bilan, il a travaillé, et je ne pense pas que lui-même, c'est dans son intérêt de croire que s'il n'est pas candidat, c'est le chaos. Non. Il n'y aura ni chaos parce qu'il est candidat, et il n'y aura ni chaos parce qu'il n'est pas candidat. Il faut arrêter de faire peur et sortir de cette logique du chaos. Que les uns... Il y en a même qui disent que il a bien travaillé, c'est quand il va dire qu'il n'est pas candidat, on va l'applaudir. Mais ce n'est pas juste. S'il a bien travaillé, il faut le dire. Qu'il soit candidat ou pas, il ne faut pas lier la reconnaissance de son mérite et de son bilan au fait qu'il n'est pas candidat. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels je voulais insister, en notant quand même que, quoi qu'on dise, il a déjà son idée dans la tête. Parce que, toute proportion gardée, il y a des différences par rapport à 2020. Mais on se souvient que plusieurs semaines avant qu'il annonce sa décision, au cours d'une réunion à Abidjan, il avait dit à son ami Mo Ibrahim que sa décision était déjà prise. Mais on ne l'a connu que plus tard. Et je ne pense pas que la décision ait évolué entre la période où il disait que sa décision était déjà prise. Plus tard, il a même dit que c'était pris depuis 2 ans avant. Voilà. Aujourd'hui, le même nous dit que sa décision n'est pas encore prise. On peut penser que tout paraît verrouillé, tout paraît évident, mais je pense qu'il faut qu'on laisse cette opportunité au président de la République, sans oublier que tout reste possible. Parce que même en 2020, moi je me souviens, je suis bien placé pour le savoir, alors que sa décision était prise depuis 2 ans, il y a des gens qui, 3 semaines avant qu'il l'annonce, ne sachant pas qu'il y avait un petit cercle qui était en réunion, qui sont allés le voir pour lui dire, président, celui que vous voulez choisir là, il n'est pas prêt, on ne peut pas gagner avec lui. Oui, des gens sont allés le lui dire 3 semaines avant, mais il ne les a pas écoutés, puisque sa décision était prise. Mais lorsque cette fois-ci il nous dit que la décision n'est pas prise, je pense qu'il faut lui laisser cette liberté, cette opportunité, en rappelant au prophète de malheur de part et d'autre, au prophète de malheur de part et d'autre, qui nous annonce le chaos. Il ne faut pas jouer avec cette perspective du chaos parce que la Côte d'Ivoire doit demeurer un exemple. Il y a des acquis. On ne peut pas continuer à entrer dans des conflits à l'occasion des élections, d'autant plus que
en 2025, comme peut-être en 2020, on a vu que la crise a été vite résorbée. Pourquoi après 2020? Parce que les législatives pointaient à l'horizon. Et juste après le scrutin, paix à son âme, le président Bédia a rencontré le président Ouattara. Ça a décrispé la situation. Le dialogue a pu reprendre quelques temps après et nous sommes partis aux élections législatives en mars. Nous avons des élections législatives qui viendront quelques semaines après l'élection présidentielle qui arrive. Mais au moment où on parle des candidatures à la présidentielle, il faut déjà savoir que entre décembre et mars, on aura une élection législative et y réfléchir, préparer les investitures aussi des candidats éventuellement longtemps avant de part et d'autre, et donc créer les conditions pour éviter ce chaos que certains envisagent. Ils se disent non, si le président Alassane Ouattara est candidat, ça va mal se passer. Pourquoi peuvent-ils prétendre cela? Sur quelle base? Il faut qu'ils arrêtent.